frontières entre champ académique et champ politique, champ d'expertise. Alors qu'est-ce qui fait peut-être une spécificité, qu'est-ce qui fait la spécificité de l'Allemagne par rapport à ça? C'est un contexte particulier qui a permis, qui a été, ce qu'on va appeler une fenêtre d'opportunité pour la doctrine managériale et pour ses producteurs, c'est l'unification. C'est-à-dire que l'unification allemande, ça a été un moment qui a favorisé, alors pas forcément l'application, parce qu'en fait, c'est pas appliqué, ça marche pas, mais au moins l'audience, la légitimation de ce type de discours. Alors pourquoi l'unification, en quoi ça a joué? D'abord parce qu'il y a eu effectivement une relégitimation du discours néolibéral avec effectivement un rejet de l'héritage communiste, avec un rejet de tout ce qui apparaissait comme planifié, dirigé, organisé. Hein, cette idée que si la RDA s'était effondrée, c'était en partie à cause de sa bureaucratie et à cause de son économie dirigée, planifiée, à cause de cette trop fort interventionnisme. Donc, d'où effectivement une relégitimation des discours néolibéraux. Et un autre élément qui a joué aussi, c'est que l'unification, ça a coûté cher. Ça a coûté cher et qu'il y a un certain nombre de lenders de l'Ouest qui se sont mis à payer pour les lenders de l'Est, alors qu'avant ils recevaient de l'argent, notamment la Bavière et le Bade-Württemberg. Et ces lenders sont devenus riches, hein, ils l'étaient déjà, mais comparativement. Et donc ça a été aussi toute une série de discussions vis-à-vis du fédéralisme où, grâce justement à la production des indicateurs, des indicateurs des performances, notamment par exemple Bertelsmann produisait des indicateurs de performance pour comparer les résultats des lenders, notamment leur taux d'endettement, de croissance, etc. Et donc ça mettait en évidence qu'il y avait des lenders qui dépensaient pour la culture et pour l'éducation, qui étaient en déficit, alors qu'il y en avait d'autres qui pratiquaient une austérité budgétaire et qui étaient les bons élèves. Et l'idée, c'est qu'il fallait que les bons élèves arrêtent de payer pour les mauvais élèves qui ne voulaient pas faire leurs réformes, donc voilà, ou qui étaient notamment stigmatisés par le Land de Berlin, qui a 3 opéras, je ne sais combien de théâtres, et donc c'était considéré comme complètement irresponsable. Et donc il y a tout un discours aussi qui s'est développé en faveur de ce qu'on va appeler un fédéralisme compétitif. Traditionnellement, le fédéralisme en Allemagne, il est coopératif. C'est-à-dire qu'il y a ce mécanisme de compensation financière, on appelle la péréquation financière, où donc les plus riches payent pour les plus pauvres. Et donc, les lenders les plus riches ont commencé à dire qu'ils voulaient arrêter de payer pour les plus pauvres, que ça pénalisait finalement leur dynamisme économique, et donc c'est aussi ce contexte de l'unification et du rééquilibrage des finances qui a contribué à légitimer et à asseoir ce type de discours. Alors, un dernier point, j'en aurais terminé. Je vous avais dit, je m'intéressais aux pratiques un peu d'appropriation, c'est-à-dire finalement ces doctrines, cette boîte à outils fournie et à préceptes et après prescription fournie par le New Public Management, comment elle est reprise ou pas par les acteurs politico-administratifs, par les gouvernements, etc. Donc je me suis intéressée au gouvernement Hollande de Saxe pour voir ce qu'il en était et donc voir finalement qui étaient les réformateurs et ce qu'ils en étaient. Alors, premier point, c'est qu'on trouve beaucoup parmi ces réformateurs au sein du Land, effectivement des économistes. C'est-à-dire que la proportion d'économistes dans l'administration allemande est très faible, c'est surtout des juristes encore, mais finalement ceux qu'on trouve aux manettes pour introduire ces réformes, ce sont effectivement des économistes, des gestionnaires. Et quand j'interrogeais dans mon entretien ces gestionnaires, ces réformateurs, où je leur demandais ce que c'était que leur travail, ce qu'ils faisaient, ils écrivaient des rapports, etc. Et ils me disaient, bon, nous on est un laboratoire à idées, nous on développe des idées, des concepts, etc. Après, quand on regarde ce qu'ils font, on se rend compte qu'il n'y a pas vraiment d'idées, pas la trace de ces idées. Et en revanche, ce qu'on peut voir, c'est que finalement, l'activité de réforme de l'État, c'est essentiellement une activité que je vais qualifier de technico-bureaucratique. Parce que c'est quoi réformer, finalement, réformer l'État dans cette... C'est sélectionner des instruments
du New Public Management. Donc c'est sélectionner un nombre d'outils et sélectionner uniquement les outils qui permettent de faire des économies. C'est-à-dire que le New Public Management, il y a effectivement un versant des outils qui servent à diminuer les dépenses, et puis il y a quand même un versant qui est l'idée de décentraliser les services, d'autonomiser, de donner une plus grande liberté d'action aux services. Et ça, c'est complètement absent de la réforme dans le Land de Saxe, où il s'agit essentiellement, effectivement, de sélectionner les outils dont on attend qui permettront, qui constitueraient un levier pour réduire les dépenses publiques. Donc technique et bureaucratique, parce que finalement aussi réformer, donc c'est sélectionner des outils et imposer des règles qui uniformisent l'application de ces outils. En fait, il s'agit d'imposer l'application uniformisée par des règles, par des directives de ces outils à l'ensemble de l'administration. Alors qui impose, c'est qui? Ben, c'est le ministère des Finances. Et ça, c'est ce qu'on retrouve exactement en France. C'est-à-dire que, en gros, le New Public Management, c'est un outil de contrôle qui sert au ministère des Finances, plus particulièrement à la direction du budget, qui lui sert de levier pour contrôler ce qui se passe dans les administrations sectorielles et pour favoriser la baisse des dépenses dans les ministères, de la culture, de la santé, etc. Donc, ce qui explique d'ailleurs le paradoxe que certains disent, finalement, le New Public Management, il est très bureaucratique. Et c'est vrai, une des critiques, c'est de dire qu'on a un processus de rebureaucratisation, parce que, avec toute une série de règles, etc. Et ça s'explique tout simplement parce que, finalement, le New Public Management, ça sert d'abord à contrôler les dépenses pour les ministères transversaux, et que donc ils ont besoin de cet arsenal de règles qui vont leur permettre d'opérer ce contrôle. Et alors, pour pouvoir, un dernier point pour voir comment ces réformateurs ont réussi aussi à légitimer et à leur réforme, c'est la question du rapport aux experts et à la science. Et ce que j'ai observé, c'est un enrôlement de la science, et en particulier, là encore, des économistes, pour produire, produire quoi? Pour produire des chiffres. C'est-à-dire que l'économie, si les économistes ont pu aussi s'imposer comme experts, c'est parce qu'ils ils produisent des formes de quantification des chiffres qui servent à légitimer, c'est-à-dire qui donnent à voir, qui objectivent en quelque sorte les problèmes. Dans le cadre de la Saxe, très clairement, la réforme de l'État, ça sert à répondre à ce qui a été défini comme le principal problème public par le gouvernement, c'est-à-dire un problème financier et démographique. Là, il y a tout un travail politique de cadrage finalement des enjeux de la SAS qui est de dire on a un vieillissement démographique et ce vieillissement démographique il est source de difficultés financières. Et donc face à ce problème majeur, il faut réformer l'État. Et il faut le réformer en diminuant les dépenses publiques. Donc il y a toute une série de liens qui sont établis, qui sont quasi naturalisés, et en tout cas qui sont objectivés par, du coup, le recours aux experts. Parce que les experts, ils vont, par exemple, montrer ce vieillissement démographique. Donc, je terminerai là pour l'illustrer. Il y a effectivement, pour appuyer la réforme, il y a eu une commission sur le changement démographique qui a été mise en place avec des experts qui étaient chargés donc, à la fois de rendre compte de l'évolution démographique et des problèmes que ça pouvait encourir et des mesures qui pouvaient être mises en place. Il faut savoir que l'Allemagne c'est le plus vieux pays d'Europe et la Saxe c'est le plus vieux land de l'Allemagne. Donc ils ont l'impression d'être vraiment le laboratoire où il faut faire les choses. Donc commission démographique, la moitié d'économistes. Alors déjà c'est un peu étonnant parce que finalement la démographie c'est pas simplement une affaire d'économie, mais on voit bien là c'est traité comme une affaire d'économistes. Donc la moitié d'économistes, donc président de la commission. Et une des manières qu'a eu cette commission donc d'économiciser les enjeux, c'est qu'elle a lié
évolution démographique et besoin en secteur public. C'est-à-dire qu'elle a quantifié l'évolution démographique et correspondait à une quantification du besoin en secteur public. Notamment, par exemple, en disant la population vieillit, donc on aura moins besoin de police. Parce que là, les vieux, ils sont moins délinquants que les jeunes, donc il y a des taux de délinquance, alors ça s'appuie sur des statistiques, etc. Et donc, puisqu'on sait qu'il y a moins d'infractions qui seront commises, puisqu'il y aura moins de jeunes, alors on va pouvoir diminuer de tant de postes. Alors ce qui est fou, c'est que c'est vraiment chiffré, de 2000 et quelques postes de policiers en moins, grâce à cette évolution. Donc on voit bien là comment, effectivement, il y a un usage de la science comme outil de preuve, comme outil à la fois comme outil de preuve, c'est-à-dire, vous voyez, il y a des évolutions, elles sont telles comme ça, et puis aussi comme outil de gouvernement. Parce que c'est à partir de ces projections qu'on va définir un certain nombre de... Voilà, je vais m'arrêter là, je suis désolée, je suis peut-être un peu longue, et puis si vous avez des questions, des commentaires.